Bismillah. Chers élèves des bacs, série SVT et sciences physiques, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter ma première vidéo concernant la géologie, précisément les chaînes de subduction. Comme exemple, je vais traiter un exercice d'examen national qui est le suivant. Les Andes est une chaîne de subduction qui s'étend tout au long de la côte pacifique de l'Amérique du Sud sur plus de 8900 km. Voilà, cette chaîne s'étend sur une distance de 8900 km. Vous imaginez la longueur de cette chaîne. Sa formation est accompagnée par un magmatisme intense. Donc, particularité, أنها مرفقة بمagmatisme intense يعني بصخور سهارية كثيرة. Afin de montrer l'origine de ce magmatisme et sa relation avec la tectonique des plaques, on propose les données suivantes. Donc on a pour objectif de montrer l'origine de ce magmatisme, l'origine et la relation avec la tectonique des plaques. La notion de tectonique des plaques est intéressante. Le document numéro 1 présente la situation géodynamique. Situation géodynamique d'une partie de la chaîne des Andes et une coupe géologique au niveau de cette chaîne de montagnes. Premièrement, la situation géodynamique, document numéro 1. Ça, c'est pour la figure A. Figure A. Et une coupe géologique au niveau de la chaîne de montagne. Coupe géologique au niveau de la chaîne de montagne. Là, c'est la figure B. Coupe géologique, figure B. Première question, c'est à partir du document 1, dégager 4 indices indiquant que les Andes est une chaîne de subduction. Voilà, des indices indiquant qu'il s'agit d'une chaîne de subduction. Je vais donc lire attentivement le document 1 et la légende correspondante pour en tirer profit. Voilà, premièrement, localiser la plaque Nazca et plaque Amérique du Sud. Ces mots sont clés. Deux plaques, l'une à côté de l'autre. Les flèches, ils ont une signification. Là, la légende. La partie là, c'est une fosse du Chili, fosse du Pérou. C'est une fosse qui s'étend sur une grande distance aussi. On aura là ajouté une échelle pour montrer le prolongement de cette fosse le long de la zone ouest de la plaque Amérique du Sud. Voilà, le sens du mouvement, c'est par les flèches là. La fosse océanique, c'est la ligne avec des petits triangles dont le sens il est aussi intéressant. Ligne reliant les foyers sismiques des mêmes profondeurs. Foyer sismique de profondeur 150, foyer sismique de profondeur 200, 250, 300, 600. Vous remarquez là que les foyers sismiques deviennent de plus en plus profondes lorsqu'on va de la plaque ou bien de la fosse vers
l'intérieur de la plaque de l'Amérique du Sud. Ça, ce sont les données qu'on peut exploiter comme indice indiquant que la chaîne est une chaîne de subduction. On peut même parler aussi du document B. Pourquoi? Parce que, ou bien de la figure B, parce que les deux, soit figure A, soit figure B, sont des éléments du document numéro 1 qu'on peut exploiter pour dégager les indices indiquant que la chaîne est une chaîne de subduction. Pour la coupe, une coupe géologique, c'est une représentation, comme vous voyez là, sous un profil topographique de la région qui montre la présence de volcans, la présence de failles, mais la lecture de la légende nous ajoute des données. On a là les andésites, qui sont des roches volcaniques, les granodiorites, qui sont des roches plétoniques, un socle ancien. Ce socle, il est couvert de couches plissées et en même temps qui ont subi une tectonique cassante, c'est-à-dire la présence de failles. Je peux résumer les éléments là, que la coupe géologique montre la présence de plétonisme granitique ou bien granodioritique, d'un volcanisme, de plissement et de failles. On peut même ajouter là une échelle montrant la hauteur de cette chaîne, c'est-à-dire que la zone se forme d'un relief résultant de forces toujours compressives. Compressives pourquoi? Parce que les flèches sont de sens opposé. L'un vers Nazca, l'autre vers l'Amérique du Sud. Ce sont des compressions ou bien des forces tectoniques compressives. Je peux donc répondre à la question comme suit. Dégager les 4 indices que les ondes est une chaîne de subduction. Voilà, je peux commencer par les indices qui montrent que c'est une chaîne de subduction sont. Je peux parler de la figure 1, ou bien la figure A, pardon. Il montre quoi? Première des choses, toute chaîne de subduction présente à sa périphérie des fosses océaniques. Fosses océaniques. Deuxième élément, c'est qu'il y a, ou bien qu'il résulte, de forces compressives. Forces tectoniques compressives. De sens qui est opposé. De sens opposé. Je peux ajouter troisième élément, une distribution. Regardez là, la profondeur du foyer sismique, il tend à s'accroître au fur et à mesure que l'on va de la fosse vers le continent. Distribution des foyers sismiques.
qui augmente de profondeur du fosse vers la plaque continentale, qui est la plaque sud-américaine. Voilà, je peux ajouter là comme élément concernant la figure B. La figure B, c'est toujours la présence d'un volcanisme andésitique, d'un volcanisme andésitique accompagnant un plétonisme type granodiorite. On peut ajouter la présence de relief avec une tectonique plicative ou bien compressive. Des plis, des failles, surtout les failles inverses, qui ont donné ce relief qui est la chaîne de montagnes. Un autre argument très essentiel, c'est que la figure A montre une zone de convergence, entre deux plaques, l'une océanique, qui est la plaque Nazca, et l'autre plaque continentale, qui est la plaque sud-américaine. La chaîne de subduction prend naissance toujours dans une zone de subduction, c'est une limite de convergence. Qui correspond à une marge active. Marge active, il est caractérisé par une sismicité et un volcanisme qui sont intenses. Donc je peux développer pour vous donner la chance à répondre en donnant au moins 4 indices qui montrent que la zone, c'est une zone de subduction. Après la question 1, on peut passer à la deuxième. Les géologues supposent que le magma des zones de subduction résulte d'une fusion partielle à la plombe, voilà, de la péridotite à la plombe de la zone volcanique. Qu'est-ce que ça veut dire à la plombe de la zone volcanique? C'est-à-dire sous la zone où il y a le volcanisme, il se produit une fusion partielle. Et au-dessus de la plaque plongeante. Au-dessus de la plaque
plongeante. La profondeur de cette zone oscille entre 80 et 100 km. Pour déterminer l'origine de ce magma, on propose le document numéro 2, qui présente un modèle de tracé des isothermes. Je dois savoir qu'est-ce qu'un isotherme. Un isotherme, c'est une ligne qui rejoint les points de même température. Figure A. Et les conditions de fusion de péridotite, figure B. Donc on a la figure A et la figure B dans une zone de subduction. Pour la figure A, il nous présente la répartition ou bien la distribution des isothermes. Les isothermes, exemple, courbe 400. Isotherme 400. Isotherme, par exemple, 200. Voilà. Ça, c'est la distribution des isothermes. On doit lire lithosphère continentale et lithosphère océanique. Je dois savoir que la zone ou bien la lithosphère océanique, dans une zone de subduction, elle est plus dense, il plonge sous une plaque lithosphérique continentale qu'on appelle une plaque chevauchante. Pourquoi? Parce que la densité de la lithosphère continentale, il est faible par rapport à la densité de la lithosphère océanique. Ça, c'est un point. L'autre point, on doit savoir analyser la distribution de la température sous la zone de subduction ou bien dans la zone de subduction. Vous regardez là que les isothermes sont incurvés dans un sens qui reflète ce qu'on appelle le plan de Benioff. Voilà, on a plongement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Sous la lithosphère continentale. Et là, la fameuse fosse océanique qui résulte de la flexion de la lithosphère océanique au front de la lithosphère continentale chevauchante. On peut partir cette fois-ci à la figure B. La figure B, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre les résultats expérimentaux de la fusion partielle des péridotites. Là, ce qu'on appelle le liquidus, et là, c'est le solidus. Qu'est-ce que le liquidus? Oui, c'est une courbe qui sépare le domaine solide plus liquide par rapport à un domaine purement liquide. Par contre, le solidus, c'est une frontière, c'est une limite, c'est une droite qu'on peut imaginer qui permet la séparation, cette fois-ci, des solides par rapport à un solide plus liquide, c'est-à-dire c'est le domaine de la fusion partielle. Domaine de la fusion partielle, lorsque les premières gouttes du magma apparaissent, on peut tracer le solidus à sec. Le mot à sec, c'est primordial là, à sec, c'est-à-dire sans la présence de l'eau. Mais en présence de l'eau, ce solidus s'incurve cette fois-ci, il prend une allure bombée vers les températures les plus faibles.
Voilà. Et cette fois-ci, c'est un solidus humide. Là, le géotherme. Qu'est-ce qu'un géotherme? Géotherme de zone de subduction, il nous donne la distribution de la température dans la zone de subduction en fonction de la profondeur. À une profondeur de 80, la température de 80 km, la température, je peux lire même, la température, il est aux alentours de 800 degrés C. À une profondeur de 240 km, la température pourra atteindre une valeur proche de 1600 degrés C. C'est ce qu'on appelle le géotherme. Géotherme, c'est la variation de la température en fonction de la profondeur. Et cette température, elle augmente toujours en fonction de la température. On a des géothermes de zone normale et des géothermes de zone de subduction. Ils sont connus par les géologues. Voilà pour la question. Après avoir décortiqué les différents éléments de chaque figure, figure A qui reflète la distribution des isothermes sous la zone de convergence, c'est-à-dire la zone de subduction, et la figure B qui montre les résultats expérimentaux de la fusion partielle de la roche péridotitique, qui est une roche qui forme, ou bien qui se trouve dans le manteau La question, c'est en exploitant le document 2, qui est le suivant, document numéro 2, qui porte toujours deux figures, figure A et figure B. À partir de la figure A, c'est-à-dire de celle-là, figure A, déterminer l'intervalle de température régnant dans la zone de fusion partielle de la périodicité au niveau de la zone de subduction. Voilà, on cherche l'intervalle de température, c'est-à-dire le début de la fusion jusqu'au cas extrême de la température où il se trouve une fusion partielle. Là, je peux prendre comme référence la figure B. Pourquoi? Parce qu'il détermine l'intervalle de température régnant dans la zone de fusion partielle. La température qui règne, qui permet, on a le contact là, c'est l'intersection entre le solidus hydraté et le géotherme de la zone de subduction. On a deux points de contact. Là, c'est la zone où il y a la fusion partielle. Cette zone de fusion partielle, je peux l'encadrer de point de vue profondeur. Il est situé entre 80 et la profondeur, là, entre 80 km et à peu près 180 km. Là, je peux chercher cette profondeur qui est profondeur 80. 80, c'est le point là. Et la profondeur, en utilisant le document 1, figure A, l'intervalle de température régnante dans la zone où il y a fusion partielle des péridotites, je peux définir les isothermes qui sont limités entre 100 km et 80 sous la lithosphère continentale, qui seront depuis 600, 800, 1000 et 1200 d'après le document figure A. Donc je peux écrire
Question 2, petit a. D'après la figure A, la température régnante dans la zone de fusion partielle entre la profondeur 80 et 200 et 100 km est comprise entre 600 degrés et 1200 degrés C. Après cela, on peut passer à la question B, en se basant sur la figure B, cette fois-ci, qui est la figure de fusion partielle, explique la nécessité de la présence de l'eau. Expliquer la nécessité de la présence de l'eau pour la fusion partielle des périodocites dans la zone de subduction. J'ai dit qu'on a un solidus à sec qui ne rencontre jamais le géotherme, donc il n'y aura pas de fusion partielle. Alors que, en présence de l'eau, le solidus humide rencontre les géothermes de zone de subduction en 2 points qui délimitent la zone de fusion partielle. Je peux écrire pour B, figure B montre que le solidus à sec ou bien sec ne rencontre jamais le géotherme de zone de subduction. Ce qui implique qu'il n'y aura jamais de fusion partielle des péridotite à sec sans eau. Mais en présence d'eau, le solidus humide est bombé vers les faibles températures, ce qui implique la rencontre avec le géotherme de la zone de subduction et donc fusion partielle possible. Point. Après avoir montré l'utilité essentielle de l'eau, on peut passer à la question 3 pour déterminer l'origine de l'hydratation, c'est-à-dire d'où vient cette eau, des péridotites. Dans la zone de subduction, on propose
Le document numéro 3. Document numéro 3 qui présente une figure A et une figure B. La figure A représente la coupe théorique qui présente le phénomène de subduction, avec là une croûte océanique, une croûte continentale, un manteau et les différents éléments. Croûte continentale, croûte océanique, le M ça représente le manteau, schiste verte, schiste bleu, éclogite, ce sont des roches métamorphiques. Et c'est l'essentiel. C'est que dans la zone de subduction, il y a ce qu'on appelle métamorphisme d'enfouissement ou bien métamorphisme de subduction ou bien métamorphisme haute pression. Voilà qui permet la transformation à l'état solide des roches gabbro qui va donner le schiste vert, le schiste bleu et l'éclogite qu'on nomme métagabbro. Pour ces échantillons de métagabbro, on a donné la composition minéralogique. La composition minéralogique, ce sont les minéraux suivants qui présentent, qui constituent le schiste vert. Le schiste vert, c'est là où on trouve le plagioclase, le chlorite, la chlorite et l'actinote. Le schiste bleu, il est caractérisé cette fois-ci par la présence de la glaucophane. Pour l'éclogite, il est caractérisé par le grenat et la jadéite. Je peux suivre l'énoncé qui montre la localisation de l'échantillon de métagabbro appartenant à des faciès métamorphiques. La faciès métamorphique, ces éléments, on va vous donner la définition qu'est-ce qu'un faciès métamorphique. Un faciès métamorphique, c'est l'ensemble de roches qui ont subi le métamorphisme dans des conditions précises de pression et de température qui permettent la formation de minéraux indicateurs spéciaux qu'on appelle paragénèse. Différents dans une zone de subduction. Figure A. Zone de subduction, figure A. Et leur composition minéralogique, figure B. Le document 4 présente des réactions minéralogiques engendrées sous l'effet de conditions régnant dans la zone de subduction. Voilà, réaction minéralogique engendrée. C'est un mot essentiel là, engendré sous l'effet de conditions régnantes. Les conditions régnantes, c'est-à-dire de pression et de température. Dans la zone de subduction, c'est la figure A. Et le domaine de stabilité de certains minéraux, figure B. Voilà, c'est toujours la figure A du document numéro 3 et la figure B du document numéro 4. Comme j'ai dit, les minéraux indicateurs des faciès, ou bien l'assemblage minéralogique stable dans des conditions de pression et de température précises, qui permettent de définir soit le schiste vert, soit le schiste bleu, sont plagioclase, chlorite, actinote. Là où on trouve la stabilité d'un minéral qu'on appelle glaucophane, même si la roche a une composition chimique différente qui a subi le métamorphisme, on peut dire qu'il appartient au faciès schiste bleu. Ça, vous l'aurez, Inch'Allah, dans le domaine le concept du métamorphisme. Voilà là, qu'est-ce qu'on veut montrer sur le document 4, figure B. Les réactions
qui montre l'émission de l'eau. C'est l'essentiel. Quelles sont ces réactions? On a plagioclase plus chlorite plus actinote, qui sont une association minéralogique spécifique aux faciès schiste verte. Lorsqu'il se transforme en glucophane, c'est-à-dire le passage du schiste vert au schiste bleu, se réalise par la transformation minéralogique qui donne la glucophane plus eau. Même chose, plagioclase plus glucophane, c'est-à-dire lorsqu'on veut passer du schiste bleu à l'éclogite, il y a aussi émission de l'eau via la réaction minéralogique à l'état solide qui transforme cette fois-ci le glucophane en grenat plus jadéite. Et là, l'apparition de l'eau, c'est primordial pour la fusion. Comment ça se fait cela? C'est grâce aux conditions de pression et de température. Quelle est la condition là? On peut regarder la pression, c'est l'essentiel. On a la chlorite actinote, il est stable dans les conditions de 0 à 0,5 gigapascal, alors que la glucophane apparaît lorsque cette pression dépasse le 0,5. Et lorsque cette pression dépasse le 1 gigapascal, on aura cette fois-ci le grenat et la jadéite. Comme vous suivez là, lors du plongement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, dans la zone de subduction, bien sûr, la pression va augmenter, ce qui permet la transformation minéralogique des minéraux du faciès schiste vert en association minéralogique, cette fois-ci qui contient le glucophane, qui nous donne cette fois-ci le schiste vert. On a à la place du schiste vert, il y a transformation en schiste bleu avec élimination de l'eau. Même chose, schiste bleu, lorsqu'il entre à une profondeur assez élevée, la pression sera supérieure à 1 gigapascal et il y aura une transformation minéralogique cette fois-ci de la glucophane qui donne le grenat plus la jadéite plus eau. Actinote, voilà comme remarque là, chlorite et actinote sont des minéraux hydratés. C'est très essentiel. Hydratés, ça veut dire qu'ils contiennent des composantes qui contiennent de l'eau, présente dans la lithosphère océanique plongeante. Voilà, la lithosphère océanique plongeante, c'est le plancher océanique, c'est la croûte océanique. Il est riche en eau, vu qu'il est en contact avec l'eau. Lorsqu'il y a formation de la croûte océanique, le contact avec l'eau permet une hydratation et formation de minéraux hydratés qui sont chlorite actinote. Lorsque la pression augmente, cette eau va être éliminée sous forme sous l'action de réaction minéralogique qui relie le schiste vert avec le schiste bleu et l'éclogite. Je peux revenir à la question en exploitant les documents 3 et 4, c'est-à-dire document 3 et le document numéro 4. Montrer que les métagabbros, métamorphisme des gabbros. Pourquoi le gabbro? Parce que le gabbro, c'est le constituant, c'est la roche qui constitue le plancher océanique, qui constitue la croûte océanique. Voilà les métagabbros de la croûte océanique plongeante qui subit le métamorphisme dynamique. Un métamorphisme dynamique, c'est un métamorphisme de haute pression. Regardez là, la température, elle est faible. Elle est entre 300, 450, 200, 100, 450. C'est une température qu'on peut dire qui est faible et que c'est la pression
qui est le déterminant, ou qui détermine le type de qui est dominante dans l'action de réaction métamorphique qui permet la transformation des schistes verts en schistes bleus et en éclogites et qui permet l'élimination de l'eau. En déduisant l'origine de l'eau nécessaire à la genèse, c'est-à-dire l'apparition et la formation du magma dans la zone de subduction. Pour la question 3, en exploitant le document 3 et document 4. Voilà, montrer que les métagabraux de la croûte océanique plongeante ont subi un métamorphisme dynamique. Voilà, lors du plongement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, qu'on peut dire chevauchante. Les métagabraux qui sont des roches de la croûte océanique vont subir une augmentation de la pression et sous une température précise, il y aura transformation minéralogique des minéraux des schistes verts qui sont plagioclase, chlorite et actinote. Je peux même écrire la réaction. Donc je peux écrire il y aura transformation minéralogique des minéraux des schistes verts, plagio, chlorite et actinote. Exemple, réaction 1, plagio plus chlorite plus actinote donne glucophane. Plus le fameux ou bien la fameuse eau qui sera essentielle pour la fusion partielle des la fusion partielle des pyridotites. Donc lors du prolongement de la lithosphère océanique sur le continent chevauchant, les métagabraux qui sont des roches de la croûte océanique vont subir une augmentation de la pression. Et sous une température précise, il y aura transformation minéralogique des minéraux, des chlorites et des schistes verts
Exemple, réaction plagioclase, chlorite, actinote qui donne le glucophane plus eau. Plus la plaque subduite avance sous la lithosphère continentale, la pression va augmenter. La pression augmente. Et d'autres transformations minéralogiques se réalisent. Et d'autres transformations minéralogiques auront lieu. Résultat, transformation des schistes verts en schiste bleu via la réaction 2 qui est chlorite cette fois-ci, pardon, plagioclase, là la réaction suivante, plagioclase plus glucophane donne grenat plus jadéite plus émission de la fameuse molécule ou bien la fameuse eau qui est la clé de la fusion partielle dans la zone de subduction. Voilà. Cette eau va donc hydrater les péridotites des manteaux de la plaque continentale chevauchante. Et permet la fusion partielle des péridotites. On peut dire car le géotherme de la zone de subduction rencontre son solidus. Question numéro 4, cette fois-ci en se basant sur ce qui précède, c'est-à-dire ce qu'on a montré. Montrer la relation entre tectonique des plaques et la genèse des magmas dans la zone de subduction. Je peux répondre comme suit. La question numéro 3. Lors du plongement de la plaque
Sibduit sous l'autre continental chevauchante, les roches des planchers océaniques, gabbro, vont subir un métamorphisme type haute pression qui permet la transformation minéralogique des constituants des roches initiales en roches métamorphiques, en roches métamorphiques. Voilà, en roche métamorphique, je peux l'utiliser. Métamorphique. Nommé méta gabbro. Qui vont passer par une suite de faciès successives depuis les schistes verts vers les schistes bleus vers l'éclogite. Ces transformations sont accompagnées par la libération de l'eau, élément primordial responsable de la fusion partielle des péridotites. Des manteaux cisjacents de la plaque plongeante. Et donc, la genèse d'un magma et c'est ce magma, je peux ajouter même pour vous montrer l'origine des andésites et l'origine des granodiorites, ce magma, lorsqu'il arrive en surface, il y aura refroidissement rapide, ce qui donne l'andésite.
lorsque ce magma refroidit en profondeur, il donnera ce qu'on appelle les granaux diurites. Voilà, cette vidéo tient à sa fin. Je remercie votre accompagnement, votre suivi, et je serai toujours disponible pour vous donner le mieux des corrections et des perspectives de ce qu'on voudrait savoir pour être à l'heure, Inch'Allah, de l'examen du baccalauréat. Abonnez, commentez et au revoir.